Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gabriel, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jeanne, bonsoir tout le monde aussi. Donc bienvenue à toutes et à tous à ce 7e live qu'on organise, qui est organisé par le club 1 minute 30 Casablanca. Donc comme vous le savez, ce club a été créé, nous l'avons créé il y a 2 mois, enfin le cabinet l'a créé il y a 2 mois, pour justement pouvoir animer la réflexion des dirigeants du marketing, des responsables marketing, communication, digital, sur des thématiques nouvelles, et puis pouvoir débattre et enrichir le débat entre professionnels. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un sujet qui nous semble très important, qui est l'hyperpersonnalisation. Alors, vous voyez, c'est plus que la personnalisation. Remarquons qu'on va parler de l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire de messages qui vont être dédiés de manière très spécifique, très personnalisée à des gens de la cible que l'on aura présélectionnés. Absolument. Et durant le live, donc, nous allons répondre à plusieurs questions. Donc, pourquoi, justement, nous avons décidé de parler, d'aborder le sujet de l'hyperpersonnalisation, et ensuite, on va aborder la question de comment mettre en œuvre cette personnalisation. En fait, elle pourra se mettre en œuvre à travers 2 éléments, 2 cultures qui font partie de l'inbound marketing à 360 degrés qu'on prenne. Première, c'est le brand content. Première culture, le brand content. Et la deuxième, c'est celle de l'innovation. Et tout au long du live, nous allons présenter quelques cas en B2B et B2C. Voilà. Alors, pourquoi l'hyper-personnalisation ? Alors, effectivement, comme le montre très bien Gianne, c'est qu'on est dans le sens de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, grâce aux outils numériques, grâce à la technologie, vous verrez, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, on ne va pas faire de la communication de masse, on va justement parler à celui qui a exprimé ses désirs, ses besoins, qui a exprimé ses points de douleur, et on va lui parler de manière extrêmement nominative. L'obsession client, comme l'a si bien défini le philosophe Rifkin dans un livre très intéressant, La troisième révolution industrielle. Et comme il a dit, effectivement, l'avenir repose sur les plateformes collaboratives, les objets connectés et les énergies renouvelables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette plateforme collaborative. Aujourd'hui, on ne crée pas seul, on co-crée avec ses clients. Absolument. Donc, l'hyper-personnalisation relève de cette culture de l'obsession client qui est induite par le digital, dans lequel on retrouve aujourd'hui, comme l'a dit, l'a prévu Rifkin, qui est ce spécialiste de la prospective économique et politique, que nous allons retrouver, c'est des prédictions qui datent d'il y a 20 ans et dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et justement, grâce au digital, aujourd'hui, sur les fonctions marketing, en fait, on change de paradigme. On passe d'un paradigme qui est orienté marque et produit à un paradigme de marketing qui est davantage orienté client. Voilà. Et donc, comme l'a, je dirais, initié Gianne, nous connaissons tous la stratégie pendant, je dirais, les 30 glorieuses en France, qui s'intitule les 4 P, que vous voyez apparaître, le produit, la place, c'est pour le mot distribution, c'est en anglais, place, évidemment, excusez-moi, le prix, la price, et puis la promotion, qui est l'expression de je dirais, de la communication. Eh bien, aujourd'hui, à cause ou grâce à l'exigence de l'obsession client, c'est remplacé par une nouvelle démarche qu'on appelle SAFE, c'est-à-dire que le produit a été remplacé par la solution, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'intéresse à répondre aux besoins du client, mais dans le cadre d'une solution qu'il souhaite. Ensuite, la distribution, mais grâce à Internet, grâce au Drive, grâce à tous les possibilités de points de contact, on est arrivé au mot access, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans un magasin pour chercher le produit.
Ensuite, le prix a été remplacé par value, parce qu'on n'achète pas un prix, on achète la valeur d'un produit. Et puis, effectivement, la promotion va s'étendre à une forme d'éducation. On va instruire un peu les clients et les prospects, et en fait, chacun instruira l'autre, parce que par Internet, les vendeurs en savent autant, ou sinon moins, que le consommateur qui vient lui parler. Donc, aujourd'hui, mettre en avant le save donne beaucoup plus de force aux clients et beaucoup plus de force à l'entreprise qui met en œuvre cette stratégie multicanal et multifonction. Absolument. Et donc l'expérience client aujourd'hui, du fait du changement du paradigme du marketing, on parle davantage aujourd'hui d'expérience client avant le produit roi. Donc pourquoi expérience client? En fait, les ambitions des entreprises aujourd'hui, c'est de pouvoir, enfin en tout cas celles qui sont innovantes et celles qui sont vraiment qui ont à cœur de développer une image positive, qui veulent être top of mind chez les clients, elles mettent l'expérience client au niveau des priorités parce que premièrement, ça leur permet d'augmenter l'activité des clients chez elles. Donc, en fait, les clients achètent de manière récurrente et puis ça permet aussi d'augmenter la fidélisation des clients. D'autant plus que par la suite, en fait, ça permet aux entreprises qui mettent l'expérience client et l'obsession client au cœur de leur stratégie marketing et communication et notamment aussi digitale. Ça leur permet d'augmenter en fait ce qu'on appelle la lifetime value du client. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, quand on fidélise un client, eh bien, enfin, quand on améliore l'expérience client, on voit un client, il va faire des achats régulièrement et on va le fidéliser. Donc, pour le coup, la durée de vie du client chez l'entreprise, elle est optimisée. Donc, le retour sur investissement est, est meilleur. Alors effectivement, pour être vu et revu, il faut adopter une stratégie que moi j'appelle la stratégie ricochet par une présence omnicanale sur tous les réseaux, sans oublier le côté présentiel qu'on peut appeler le phygital, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a le digital et il y a la présence physique dans un point de vente. Exactement. Et en fait, là, on va vous présenter, pour vous mettre dans l'image, en fait, quand on parle de présence omnicanal, c'est en fait, on s'attend à ce que la marque soit présente sur les différents points de contact avec les clients. Donc, que ce soit sur les points de contact physiques ou bien des points de contact digitaux pour justement pouvoir améliorer cette expérience-là. Et là, il y a l'exemple de Starbucks qui avait développé il y a quelques années, en fait, une application du click and collect justement pour optimiser l'expérience client. Donc, en fait, l'application qu'ils avaient développée, elle permettait aux clients de gagner du temps et d'éviter, en fait, toutes les files d'attente qu'on voit sur pas mal, en tout cas sur pas mal de marchés, enfin, peut-être pas au niveau du Maroc, mais sur des marchés tels que les marchés américains. Donc, les gens pouvaient commander directement sur l'application, ils passaient en magasin, enfin en point de vente et ils récupèrent leur café et en passant, ils collectaient des points, enfin ou des étoiles qu'ils pouvaient par la suite convertir en boissons. Donc, vous voyez qu'en améliorant l'expérience client, on augmente et la consommation, enfin, et le niveau de consommation des consommateurs et puis on favorise la fidélisation. Gabriel, tu voudrais peut-être… Non, là, je pense que c'est l'exemple même roi, enfin, d'une présence omnicanale qui associe le physique et le digital. Voilà. Alors, effectivement, après cette présence omnicanale, eh bien, on va rentrer dans ce qui fait, qui sous-tend l'hyper-personnalisation, c'est le contenu de la marque. Effectivement, il y a matière à mettre en œuvre un contenu de marque qui illustre l'hyper-personnalisation. Alors, il y a deux méthodes pour associer justement le brand content à l'hyper-personnalisation. Il y a effectivement la manière d'écrire, c'est-à-dire de raconter l'histoire de la marque. Et moi, je propose qu'on la raconte toujours en commençant par je, c'est-à-dire qu'on se met à la place du client ou de la marque, mais on parle et on raconte une histoire où le je, J-E, devient je dirais, le fil rouge du storytelling. Ça, et la deuxième chose, c'est qu'à mon sens, je vous suggère de raconter une histoire qui associe le rationnel et l'émotion, parce que ça donne justement de la cohésion, de la séduction, de la cohérence, et on sort de la sempiternelle démonstration par trop didactique qui ennuie. Exactement.
Voilà. Et l'objectif du brand content, comme vous le savez très bien, le brand content, enfin, ou le contenu de marque répond à deux objectifs. Il y a les objectifs quanti, il y a les objectifs quali. Quand on parle d'objectifs quali, on est sur la notoriété, donc pour mettre la marque, la placer en top of mind chez les clients. Et puis, il y a le deuxième objectif quali qui est celui de l'image de marque qui doit être positive. Et aujourd'hui, justement, grâce au digital, en offrant des expériences de marque qui sont, enfin, des expériences positive, eh ben, on contribue à la fois à améliorer l'image de la marque et puis à positionner justement cette marque en top of mind chez les clients. Alors, une phrase que Cicéron ne savait pas qu'il était un publicitaire avant l'heure. Si vous voulez me convaincre, vous devez penser ce que je pense, ressentir ce que je ressens et me parler avec mes mots. Et ben voilà, c'est toute la clé d'une communication axée sur l'obsession client. Et avec, effectivement, on entre dans la technique, les personas, c'est-à-dire, effectivement, l'analyse rationnelle et émotionnelle des personas. Et vous avez là un exemple qui est assez intéressant. Voilà, effectivement. Alors, l'analyse des personas, elle est aussi, elle répond justement à ce souci d'hyper-personnalisation, à ce souci d'obsession client, à pouvoir proposer un contenu qui est très pertinent. Et il est extrêmement important d'étudier justement les personas pour justement pouvoir en fait orienter les décisions marketing. Ça permet de prendre des meilleures décisions, ça permet de connaître les points de douleur des personas qui représentent, qui sont les clients qu'on a envie d'aborder en premier lieu. Et donc, il est extrêmement important de les étudier. Et là, Alors, un exemple, par exemple, d'un cabinet de recouvrement en France, qui s'appelle le cabinet Dorman, eh bien, quand ils ont décidé d'avoir 4 types de clients, il y a eu une communication par type de client selon les besoins et les désirs de ces 4 types de clients que vous voyez là. Voilà. Alors, et quand on parle d'objectifs quanti auxquels le brand content doit répondre, donc vous avez le premier objectif qui est le reach, donc quelle est la quantité d'audience qu'on va toucher, son niveau d'engagement et puis sa conversion. Donc pour le reach, on passe par l'écosystème digital de la marque, donc là, ça passe par la stratégie digitale, dans laquelle on retrouve, donc, quand on parle d'écosystème, il y a le site web, il y a les applications, il peut y avoir un blog, il peut y avoir des landing pages, et puis qui vont être accompagnés par toutes les pages de réseaux sociaux qui peuvent être produites par la marque. Et donc, dans ces plateformes-là, on met en place, on va diffuser le contenu qu'on aura créé et qui va être hyper personnalisé selon les personas. Et puis, sur la conversion, quand on va arriver sur la conversion, chose qui est super importante, c'est de pouvoir mettre en place en fait des call to action sur l'ensemble des contenus qu'on va publier. Et donc là, vous voyez effectivement apparaître le fameux tunnel. Bon, les anglophones parlent de funnel, hein, c'est le funnel de conversion. Et moi, je parle de cuisine japonaise, car on vous entraîne progressivement à entrer dans le tofu, le mofu, le bofu et le lofu. Mais je pense, et je vous invite à utiliser cette démarche parce qu'elle est claire, elle est simple, et vous pouvez à chaque étape, donc, le top of the funnel, c'est le début du parcours du client. Vous avez un certain nombre d'outils. Le MOFU, c'est au milieu, le middle of the funnel. Ça, c'est la partie où les gens commencent à être intéressés par votre message. Le BOFU, c'est la partie de la décision. Oui, ça m'intéresse. Et le LOFU, c'est même la partie où progressivement, vous fidélisez votre client par un certain nombre d'appâts. Moi, je trouve que cette démarche permet de clarifier les outils de communication, de clarifier la communication, de clarifier justement les différents médias utilisés tout au long de ces 4, je dirais, process. Et vous pouvez, lors des réunions, ce que nous faisons avec Giad et nos clients, c'est analyser les résultats de chacune des étapes. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on améliore? Au tofu, au mofu, au bofu et au lofu. Et ça vous donne comme ça même une stratégie de résultat qui est assez pertinente. Exactement. Et dans toutes les étapes, en fait, il y a des contenus qui sont appropriés. Donc, au début, sur la phase de découverte, il faut sensibiliser les clients sur les problématiques qu'ils ont, ou bien sur des désirs latents ou des besoins latents.
Donc là, on met du contenu du type rapport d'études, des e-books, des livres blancs, de l'infographie, de la e-newsletter. Dans la considération, on va mettre en place davantage du contenu qui relève, qui aide à la considération de l'offre. Donc des guides de choix, des webinaires, des vidéos, de l'analyse comparative. Et puis sur la décision, là, on va plutôt sur du contenu qui va permettre en fait aux clients de prendre rapidement une décision. Donc à savoir des témoignages clients, des clubs clients, des études de cas. Voilà, donc en fait, sur chaque étape, il faut vraiment penser à du contenu qui est approprié à la phase de l'entonnoir, dont a parlé Gabriel, et à la phase de l'entonnoir, et qui va répondre également en fait au profil du persona. Exactement. Alors, deux niveaux je dirais, de désir. Le premier, c'est de répondre aux désirs et besoins des personnes. Et vous voyez, nous avons séparé le mot désir et le mot besoin. Parce que le besoin, c'est les choses, je dirais, concrètes, tangibles. Les désirs relèvent effectivement de la perception qu'ont les personas des différentes marques. Et là, on est dans une stratégie de marque quand on parle de désir. Et puis, s'inspirer du positionnement, car normalement, vous aurez à imaginer un positionnement unique et différenciateur de la marque. Absolument. Donc, de la marque corporate ou bien des marques produits aussi. Hein. Les marques filles. Voilà. Exactement. Voilà, donc les 4 étapes pour récapituler, il y a 4 étapes pour l'élaboration de stratégie de brand content. Donc, premièrement, il faudra créer du contenu qui est adapté aux personas, ça c'est extrêmement important. Optimiser ce contenu pour le référencement, donc le SEO qui est le référencement naturel et le SIA. Il faut publier et promouvoir ce contenu à des sites qui sont extrêmement targetés. Et puis intégrer un appel à l'action sur chaque contenu justement pour pouvoir collecter de la data et pouvoir entrer en contact avec les gens et pouvoir les convertir par la suite. Donc on passe de MQL à SQL sur le funnel. Voilà. Et donc, dans la stratégie digitale, vous voyez apparaître 6 outils, enfin 6 fonctions. Effectivement, au départ, il y a le site qui doit être optimisé selon le SEO. Ensuite, le blog qui a souvent est intégré dans le site, mais qui doit avoir sa vie propre, car il est, je dirais, l'élément clé du référencement et, je dirais, du plaisir de lecture. Troisièmement, engager du emailing. Alors souvent, nous vous suggérons d'avoir à la clé de ces emailing un livre blanc, ou un manifeste, ou une infographie, ou un guide qui permet de recueillir, grâce à un formulaire, un fichier complémentaire. Ensuite, effectivement, le SMO, le marketing sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est le community management, et qui permet évidemment d'être présent dans tous les réseaux sociaux. Et l'affiliation, qu'on oublie souvent, c'est d'être présent sur des sites qui vous permet de joindre votre cible. Donc là, c'est une démarche un peu extérieure. Vous êtes présent sur des sites qui ne sont pas les vôtres, mais qui ont les mêmes cibles, et ça élargit, ça amplifie la visibilité de votre message. Absolument. Et l'objectif, c'est toujours d'attirer du trafic, de le convertir et de fidéliser. Voilà, donc les sites web, il y a un petit bémol, en fait, on a voulu mettre le point sur ça, en fait, mettre l'accent sur ça. Il y a souvent des fois des sites sur lesquels on voit pas de call to action, ce qui est vraiment dommage parce que les call to action, c'est important pour entrer en contact avec la marque. Donc, il faut pouvoir mettre en place des formulaires, du contenu, et pour que les gens puissent en fait laisser leur data, que ensuite les équipes, soit commerciales, soit marketing, pourront récupérer pour justement rentrer en interaction avec les clients. Donc là, les exemples de sites que vous voyez, ce sont des sites qui sont orientés clients, sur lesquels on voit des call to action, et c'est des sites que nous avons accompagnés. Et la même chose, c'est que la ligne éditoriale qui s'inspire du positionnement doit être illustrée de telle manière que ce que vous dites représente une personne. Et je dirais même mieux, représente une personnalité. Et bien, quand on a une personnalité qui s'exprime, celle-ci a un ton, un style et un caractère. Et la phrase je trouve très jolie, de ce tennisman que j'ai vu en finale à Roland-Garros il y a quelques années, et qui disait « Écrire seulement en pensant au profit revient à jouer au tennis en regardant le tableau des résultats. » Eh bien, on passe à côté. Il faut vraiment s'inspirer des désirs, des besoins, des points rationnels et émotionnels de vos personas. Tout à fait.
Et donc là, tout à l'heure, on a parlé d'hyper-personnalisation, on a expliqué pourquoi. On a dit qu'on pouvait comment l'intégrer dans la stratégie marketing, communication et digitale des marques. Ça passe par le brand content, mais ça peut également passer par de l'innovation. Et là, nous allons voir deux types d'innovation. Donc, la première va être le count-based marketing qu'on va vous présenter, et puis la seconde, ça va être l'intelligence artificielle. Alors, souvent, bon, il y a un débat chez les responsables marketing, même chez les dirigeants d'entreprise, entre l'inbound marketing et le count-based marketing. Alors nous, avec Gian, on a décidé de représenter la différence, voire la complémentarité. L'inbound marketing, il faut imaginer que vous lancez un filet de pêche dans la mer, et puis vous faites en sorte d'attraper tous les poissons qui passent. C'est de l'inbound, et après, effectivement, il faut que vous sélectionnez je dirais, les poissons les plus porteurs, les leads les plus porteurs. Et là, il y a un travail ensuite de sélection. Mais le count-based marketing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme vous voyez ce pêcheur, c'est parmi les poissons de l'inbound marketing, vous sélectionnez les plus gros poissons et donc vous mettez en œuvre une stratégie de communication dédiée essentiellement aux plus gros poissons. Voilà la différence. L'inbound marketing, c'est une communication élargie à tous les poissons que l'on peut trouver dans la mer. Le count-based marketing, c'est la communication dédiée à un nombre fin, un nombre fini de gros poissons qui, effectivement, rapportent en chiffre d'affaires beaucoup plus. Exactement. Donc, l'ABM, en fait, c'est une stratégie extrêmement puissante pour la croissance des entreprises. Elle implique, ce qui est intéressant quand on adopte une stratégie ABM, c'est que ça implique à la fois les équipes marketing et les sales, c'est-à-dire qu'ils vont travailler de manière, elles vont collaborer ensemble. Il n'y aura pas le marketing qui va proposer un produit, un service pour le passer ensuite aux sales. Ils vont travailler ensemble pour pouvoir définir quels sont les comptes qu'ils vont vouloir cibler pour une offre bien précise. Voilà, donc il a pour objectif, grâce à des techniques d'identification, de concentrer les efforts sur des grands comptes, donc des clients à fort potentiel, donc que ce soit dans la phase de prospection, de fidélisation, ou que ce soit pour le cross-sell ou le upsell. Absolument. Et donc là, vous allez progressivement, avec l'aide d'un conseil ou tout seul, progressivement rechercher ce qu'on a dit, ce qu'on appelle l'alignement entre le marketing et les sales. Et quand on relie en fait justement la stratégie de l'ABM à la culture de l'obsession client dont on avait parlé tout à l'heure, eh bien l'ABM se concentre sur les clients avec lesquels nous avons un potentiel d'engager rapidement des revenus importants. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment gagner rapidement en se concentrant, en bien ciblant les clients sur lesquels on a envie d'intervenir. Alors, comment mettre en œuvre une stratégie ABM différente d'une stratégie inbound marketing, puisque là, elle s'attache à l'hyper-personnalisation de telle ou telle cible? Eh bien, nous avons proposé ce que j'ai appelé l'approche ethos, s'inspirant du mot ethos du grec, qui veut dire valorisation de l'image de soi. Eh bien, il y a 5 étapes, le E, le T, le H et le O et le S. Et comme vous voyez, ça commence par l'étonnement. Il faut étonner la cible parce qu'elle est submergée souvent de mails. Ensuite, tracer toutes les étapes et tous les envois progressifs, récurrents que l'on fait à cette cible. Il faut aboutir à un rendez-vous souvent en présentiel, c'est de l'humain. Onboarding, ongoing, c'est-à-dire qu'on va renouveler les actions de communication et, in fine, créer la fidélité, voire la solidarité entre un fournisseur et un client. Alors, pour les entreprises qui sont sur du B2B, alors on va vous rappeler pourquoi est-ce qu'on vous recommande de pratiquer justement l'ABM. Parce que quand on regarde les chiffres, quand on les analyse, on voit que 97% des marketeurs déclarent enregistrer un retour sur investissement très important quand ils mettent en place des stratégies ABM qu'avec toute autre initiative marketing. Donc là, si vous avez vraiment envie de mettre en place des stratégies ABM et que vous ne savez pas, on peut travailler vous pouvez nous contacter et puis on peut vous accompagner justement sur la mise en place de ce type de stratégie lorsque vous êtes acteur B2B. Après, deuxième data qui est intéressante, c'est que 93% des marketeurs jugent l'ABM extrêmement ou très important dans l'ensemble de leur initiative. Puis, dernier chiffre qui nous semble intéressant, c'est que 91% des entreprises
qui utilisent l'ABM comme stratégie marketing ont augmenté leur panier moyen, donc leur panier moyen, jusqu'à 50% pour un quart d'entre eux, ce qui n'est pas rien en termes de sales. Alors, vous avez 5 raisons pour pratiquer l'ABM. Vous avez cet alignement dont on a parlé entre les équipes de vente et de marketing. Ça permet vraiment d'avoir des stratégies complémentaires, binomiales, efficaces. Deuxièmement, eh bien, vous hyper personnalisez votre communication, en particulier pour les grands comptes. Vous engagez ces grands comptes à devenir au fond des partenaires et in fine, vous avez des résultats spectaculaires parce que quand votre client en fait un partenaire, ben vous construisez ensemble votre stratégie de développement et sa stratégie de développement. Absolument. Voilà, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. C'est là toute la force de notre équipe pour déceler les véritables besoins et désirs de vos personas. Donc là, on arrive sur la deuxième innovation sur laquelle, en fait, vous pouvez pratiquer l'hyperpersonnalisation, qui est l'IA. Donc, à travers l'innovation qui est celle de l'IA, les consommateurs, aujourd'hui, en fait, quand on regarde un petit peu l'environnement sur lequel nous sommes, que ce soit marocains ou étrangers, les consommateurs, généralement, veulent du choix et de la personnalisation. Et quand on regarde les études, on voit que 91% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter des produits d'une marque qui propose des offres personnalisées et de la reco. Donc, on est toujours, encore une fois, sur de la reco et de la personnalisation. Par contre, malheureusement, ces consommateurs sont noyés dans l'hyper-choix. Donc, on leur propose souvent, en fait, énormément beaucoup de choses et pour le coup, ils ne savent pas comment se décider. Et ce qu'on remarque également, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en termes de communication, il y a pas mal de marques, pas mal d'entreprises qui sont en train de pousser les produits aux clients, chose qui ne les aide pas vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire dans les années 90, quand il n'y avait pas beaucoup de concurrence, qu'on poussait la marque vers le produit la marque vers les clients ou le produit vers les clients. Aujourd'hui, il faut vraiment accompagner le client dans son choix et et l'hyper-personnalisation en ce sens peut être extrêmement intéressante. Et là, nous allons regarder des exemples. Donc, premier exemple que nous allons vous montrer est celui de l'IA avec l'assurance. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que vous posez un certain nombre de questions, pas beaucoup, vous en posez 6 ou 7 au maximum, mais votre client va avoir le sentiment qu'on tient compte de sa personnalité, qu'on tient compte de ses désirs, qu'on tient compte de ses besoins, selon, et ça c'est très important, son style de vie. C'est-à-dire qu'on intègre le style de vie du client dans son paradigme de besoins et de désirs. Et vous allez voir, il répond à ces questions. Absolument. Il répond à d'autres, vous voyez, pour finir, voilà, et on lui sort l'assurance qui correspond à sa personnalité. Donc, on ne lui fait pas l'inventaire à l'après-vert en disant vous avez le choix entre toutes ces assurances, on en a 250. On lui sort 1 ou 2 assurances qui sont tout à fait en phase avec le corpus comportemental, émotionnel et rationnel du client. C'est un changement drastique, c'est une véritable révolution. C'est-à-dire que ce n'est plus le client qui va dire « Oh, ben vous avez parmi ces assurances, je vais choisir peut-être celle-là ou celle-là ou celle-là », puis il ne sait plus très bien. Alors évidemment, il a le sentiment qu'on le piège un peu puisqu'il va y avoir un vendeur qui le pousse dans telle ou telle assurance. Tandis que là, grâce à l'IA, il répond lui-même à un certain nombre de questions, il répond lui-même à un certain profil qu'il représente et l'IA lui sort le schéma d'assurance qui correspond à sa personnalité. Absolument. Et on a la même chose, en fait. L'IA peut être également… en fait, on peut l'adopter sur différents secteurs, que ce soit l'assurance, l'automobile. Là, on va vous présenter un deuxième cas qui est celui du tourisme. Alors, le tourisme, je trouve que c'est le cas exemplaire. Partant du fait, et je m'en suis rendu compte quand je suis allé voir plusieurs offices de tourisme, c'est que d'habitude, eh bien, bon, c'est pas désagréable, mais enfin, c'est le touriste qui s'adapte au paysage. On lui dit, voilà, vous êtes dans telle ville à Paris, ben, voilà, ben, vous avez le choix. Vous pouvez aller voir tel musée, telle église, telle synagogue, tel temple, telle mosquée, vous pouvez aller voir tel jardin. Enfin, il ressort avec un amoncellement de lieux, mais il en est perdu. Et quand il est perdu, ça le stresse. Grâce à l'IA, grâce aux questions auxquelles il va répondre, sur sa personnalité, ses désirs, son statut, nombre de jours qu'il va venir, par exemple, à Paris, le temps qu'il veut rester dans tel ou tel hôtel, c'est le logiciel qui va lui sortir
un programme, un parcours qui lui est spécifiquement dédié, conforme à ses désirs et à sa personnalité. Et ben, il a le sentiment d'être lui-même quelqu'un et d'être surtout valorisé à ses propres yeux parce qu'il a le sentiment que sa personnalité a conduit au parcours du tourisme. Absolument. Et donc ça, on le fait grâce à justement grâce à l'IA. Absolument. Voilà. Alors, donc pour conclure, oui. Non, je disais, voilà. Donc, ce qu'a dit Jeanne, c'est que toute cette démarche est conduit à une révolution, moi je dis, que l'expérience client précède le produit roi. C'est en fonction du client, c'est-à-dire que c'est même quelque chose qui est très innovant. D'habitude, qu'on le veuille ou non, c'était le client, il s'adapte à votre offre. Ben, vous avez une offre, ben voilà, et vous essayez de la promouvoir et de la rendre désirable. Grâce à l'IA, c'est l'offre qui s'adapte au client. Exactement. Et donc voilà, en fait, pour récapituler, donc on a dit l'expérience client passe aujourd'hui avant le produit roi, et tout cela, on doit le retrouver dans les stratégies marketing, communication et digitale. Et vous voyez que l'hyper-personnalisation dont on a parlé ce soir, elle permet de répondre à la fois à la première culture ou premier défi qui est celui de l'obsession client, deuxième, l'innovation, et troisième, le brand content. Voilà. Je ne sais pas, Gabriel, si tu as envie de rajouter quelque chose. Ce que je veux rajouter, c'est que cette démarche d'obsession client, à mon sens, doit conduire aujourd'hui toutes les stratégies marketing en créant justement des typologies adaptées, des segmentations adaptées, comme l'a dit Jeanne, de l'hyper-personnalisation pour créer des communications qui soient spécifiques aux typologies que l'on a recensées, et on n'est plus dans le mass média, on est vraiment dans la communication où le jeu domine et où on s'inspire de l'émotion et de la rationalité des désirs et des besoins du client. Absolument. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au terme de la présentation de ce soir. Maintenant, pour les entreprises qui souhaitent se faire accompagner en termes de stratégie ABM, en termes d'IA, en termes de brand content, d'hyper-personnalisation, d'études de persona, je vais juste rapidement présenter la manière avec laquelle nous travaillons. Donc, il y a une première phase d'accompagnement sur le volet stratégique et puis une deuxième phase sur la mise en œuvre opérationnelle et le copilotage. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on accompagne les entreprises sur la définition d'une stratégie ABM, une stratégie de marketing à 360 degrés, une stratégie de positionnement marque mère, marque fille. Puis ensuite, on met en place des plans d'action. Et donc, soit on vous accompagne sur la mise en œuvre, on accompagne les entreprises dans la mise en œuvre du plan d'action, ou bien on les accompagne dans le pilotage de la mise en œuvre du plan d'action quand les ressources internes sont mises en place chez le client. Voilà. Gabriel? Non, pour dire que nous vous suggérons de nous confier, je dirais, cet accompagnement et ce copilotage, comme on le voit très bien, de cette co-création, si vous le voulez bien, depuis les fondations même de la création stratégique de votre positionnement jusqu'à l'action, je dirais, digitale, toutes les actions digitales qui concourent en prenant soin, par l'obsession client, qui concourt à la mise en valeur, à la valorisation du client et à la réponse de l'offre à sa personnalité. Absolument. Voilà, je pense que nous sommes arrivés, donc c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce live qui aura duré 30 minutes aujourd'hui. Je ne sais pas si nous avons des questions. Si oui, nous pouvons les prendre. Alors. Moi, je dirais, c'est ce qui est intéressant dans l'hyper-personnalisation, c'est qu'elle est évidemment adaptée le plus au B2B, parce que là, on a des gens qui ont exprimé de manière très, très claire leurs besoins et leurs désirs. On est dans un univers où les gens se rencontrent selon, comme je le dis, leur territoire d'excellence. Mais je trouve que l'hyper-personnalisation aurait tout à fait matière à exprimer sa différence dans le B2C. Parce que si on arrive à hyper-personnaliser le dialogue avec le consommateur final, on a gagné. Absolument. Et puis, ça nous permet, en fait, l'hyper-personnalisation dans le B2C aussi, elle est appropriée parce que au final, on s'adresse
on n'a pas les mêmes typologies de clients, on a des clients, enfin, on a des segments de clients qui sont différents et on ne peut pas adopter le même discours avec tout le monde. Il va falloir à un moment connaître ces personas qui vont représenter un segment de clients bien défini, connaître leurs points de douleur, connaître leur comportement social, les connaître intimement, vraiment. Enfin, connaître aussi, enfin, nous, on parle beaucoup du côté émotionnel et rationnel du persona, ça c'est important à savoir. Et puis par la suite, eh bien, on va développer en fait une stratégie de contenu qui est vraiment appropriée à ce persona, et c'est ça qui va nous permettre en fait d'optimiser nos budgets marketing en termes de déploiement par la suite, parce qu'on va vraiment mettre l'accent sur le point de douleur et proposer un contenu approprié sur tout le funnel de conversion. Voilà. Donc oui, moi je suis d'accord que l'hyper-personnalisation sert aussi le B2C. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, quel compte pouvons-nous cibler avec l'ABM? Alors, comme l'a dit Gianne, en général, comme on hyper-personnalise la communication dans l'ABM, c'est surtout des grands comptes. Parce qu'on s'adresse souvent, dans les grands comptes, la décision est rarement unique, et rarement unilatérale. C'est un comité qui prend une décision, je dirais, de fond. Alors, c'est le COMEX, c'est le CODIR, c'est le comité de direction, c'est le comité exécutif. Et effectivement, il faut à ce moment-là s'adresser à chacun des éléments du COMEX ou du CODIR, et c'est pour ça qu'en général, ce sont des grands comptes. Exactement, ce sont des grands comptes. Avec l'ABM, on s'adresse vraiment à des grands comptes qu'on va targeter. Il y a différentes manières de les choisir. En fait, nous, ce qu'on vous invite à voir, c'est le live qu'on avait fait sur les stratégies de count-based marketing, qui est beaucoup plus détaillé et dans lequel vous pouvez voir comment est-ce que les grandes entreprises peuvent cibler, ou même les petites et moyennes entreprises peuvent cibler des grands comptes avec la stratégie ABM. Après, naturellement, si vous avez besoin d'accompagnement, nous sommes là. Et nous mettons en avant cette démarche ethos qui est originale et qui porte ses fruits. On aurait des exemples à vous montrer qui sont assez pertinents. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Gabriel, tu voudrais? Bon, je dis simplement que nous sommes le sens de l'histoire, c'est l'hyper-personnalisation. C'est qu'on ne dit plus bonjour, voilà, nous sommes là, nos offres, nos prestations, qui nous sommes, mais bonjour, nous savons qui vous êtes, nous savons quel est votre point de douleur ou vos désirs, et nous pouvons, par un rendez-vous, par un certain test and learn, comme on dit, eh bien, vous prouver que nous sommes tout à fait en phase avec votre désir unique, représentatif de votre personnalité. Absolument. Non. Je ne vois plus de questions. Je pense que tu as bien résumé. Mais je pense que, vous voyez, ce webinaire doit vous inciter à justement franchir un certain nombre d'étapes de la réflexion globale, bon, que l'on fait à l'habitude, à la personnalisation, puis à l'hyper-personnalisation. Et là, nous pouvons vous aider parce que dans l'hyper-personnalisation, il y a des process à mettre en œuvre pour que les gens régulièrement reçoivent des messages qui leur soient spécifiquement destinés. Justement, cette hyper-personnalisation-là, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure au début, cette hyper-personnalisation permet de proposer une expérience client qui est positive et qui va contribuer à la fois à augmenter les revenus de l'entreprise ou de la marque, et puis à asseoir une image positive dans l'esprit des clients, et puis voilà, et puis à fidéliser les clients à terme. Et donc, rentabiliser davantage les investissements marketing qui sont faits. Donc, le retour sur investissement avec l'hyper-personnalisation est beaucoup plus important que on envoie un message, le même message à tout le monde, simplement en faisant attention à la variable à qui on s'adresse. Le message ne doit plus être le même à tout le monde. Ça c'est le marketing des années 90, moi je dirais. Hein. Absolument. Années 90, début années 80, 90. Bon, effectivement, les médias étaient d'abord très chers, puis c'était des médias qui étaient en général la télé, la presse, la radio, et on n'avait que ça. C'est-à-dire qu'il y avait ces grands médias, l'affichage aussi, j'ai oublié. Mais bon, alors évidemment, on dépensait des sommes importantes pour toucher tout le monde.
mais on ne sélectionnait pas par l'hyper-personnalisation parce qu'on n'en avait pas les moyens ni les outils. On ne sélectionnait pas et on ne personnalisait pas le message. Eh oui. Ça aussi, c'est extrêmement important. Enfin, l'intérêt du digital, c'est la personnalisation. Parce que ça, nous avons les datas sur les clients, on sait à qui on s'adresse, donc il faut personnaliser le message. Et là, on rentabilise davantage les investissements qui sont faits par les équipes marketing, et par les sales aussi. Voilà. Voilà. Bah, je pense que c'est tout, hein. Il n'y a plus de questions. Donc, nous vous remercions toutes et tous pour votre attention et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en particulier. Nous serons ravis de pouvoir vous répondre. Merci à vous tous, merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. Merci Gabriel. Merci Jihan.